Hey, salut, je suis Evan Takpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de claquage digital, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là. Vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Salut, je suis Magapo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Nous sommes maintenant à on va voir une méthode centrale qui permet de pouvoir gérer les situations très complexes et de surtout voir comment, de façon concrète, on fait pour gagner le jeu intérieur, surtout gagner les batailles de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous allons prendre un cas pratique à partir un cadre de gestion de crise par exemple, parce que c'est surtout pendant les situations de crise qu'on sait si oui ou non nous pouvons faire preuve de maturité, nous pouvons faire preuve de capacité de solidité intérieure, de commandement de l'intérieur vers l'extérieur, à quel point la crise n'est pas en mesure de nous désorganiser, parce qu'effectivement, beaucoup de crises qui surviennent sont de nature à tenter de nous désorganiser à l'intérieur de nous-mêmes, à nous perturber au fond de nous-mêmes, dans notre fort intérieur, comme on a l'habitude de le dire. Et la méthode qui permet de pouvoir s'en sortir, et la méthode charnière, j'allais appeler ça comme ça, c'est la méthode de la concentration sur la sortie de crise. Alors, lorsqu'une crise se produit, tout le monde peut être tenté de perdre le sang-froid. Tout le monde peut être sur le point de perdre le sang-froid. Mais pour commencer, nous allons voir pourquoi est-ce que nous perdons le sang-froid. Nous perdons le sang-froid parce que lorsqu'une crise survient, elle bouffe 70% de notre énergie. C'est comme si elle vient nous secouer en fait. C'est comme un vent violent qui vient nous secouer. Donc tout de suite, tous, autant que nous sommes toujours tous atteints presque de la même manière par une crise qui survient. Donc une situation que on nous présente, elle tente de nous secouer presque de la même manière, tous autant que nous sommes. Et ça nous bouffe énormément d'énergie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand une crise vous a déjà bouffé 70% de votre énergie, il va de soi que si un autre aspect ou bien une lecture de la crise, vous en faites une lecture qui n'est pas très bonne, il va de soi que vous allez perdre encore un autre niveau d'énergie. Ce qui se passe, c'est que lorsque une crise survient et qu'on s'énerve, ou bien elle nous énerve, on ne la supporte pas, on est frustré par la crise, ou du moins on commence pas à être frustré par les gens qui seraient à la base de la crise, effectivement, nous perdons les 30% d'énergie restants. Et c'est là où nous implosons. Surtout quand nous faisons tout ceci en n'ayant pas à l'esprit que le plus important, ce n'est pas qu'est-ce qui se passe. Le plus important, ce n'est pas qui est à la base. Le plus important, ce n'est pas si X, Y, Z a joué sa partition ou pas. Le plus important, c'est est-ce que nous sommes orientés solution. Est-ce que nous sommes prêts à nous concentrer sur la sortie de crise, ou du moins nous allons nous laisser distraire par la crise en tant que telle. Et c'est là où la différence se fait. Les gens qui arrivent à garder leur sang-froid ne sont pas meilleurs que les autres. Mais il y a des méthodes d'exercice précis qu'ils font. Et le premier exercice qu'ils font, c'est que lorsqu'une situation se présente, ils ne laissent pas la situation les distraire. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe et comment on sort de là. Qu'est-ce qui se passe et comment on sort de là. Et là où les autres se disent qu'est-ce qui se passe, mais qui a fait ça et qui n'a pas fait son travail, qui a été à la base de ça. Donc à partir du moment où vous commencez par chercher des boucs émissaires, il va de soi que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Imaginez l'instant et vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, il y a une défaillance en cours. Il y a une situation qui risque de ne pas être sous contrôle. Il y a une situation dont vous êtes peut-être en train de perdre le contrôle. Il y a un résultat qui devait se présenter d'une manière donnée et qui n'est pas en train de se présenter de cette manière-là. Il y a une déception en cours, il y a une frustration qui risque d'arriver. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, on dit que c'est une défaillance. Donc, défaillance parce qu'on s'attendait à ce que ça soit X en bien et que c'est pas X en bien, mais c'est Y plutôt, contrairement à nos aspirations et à nos attentes, à ce à quoi on s'attendait. C'est comme, par exemple, vous vous attendiez à ce que une livraison soit faite à temps pour que vous puissiez organiser une cérémonie ou une fête importante, eh bien, voilà, les glaçons n'ont pas été livrés, ou bien le champagne n'a pas été livré, ou bien le gâteau est tombé en chemin, eh bien, c'est une défaillance, on va dire,
c'est une crise. Ok. Maintenant, quand la crise survient, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui se laissent contaminés par la crise et il y a ceux qui se disent, ok, sachant qu'est-ce qui se passe, comment on sort de là. Donc, imaginons par exemple que vous voulez organiser une cérémonie et que le gâteau d'anniversaire est tombé en chemin, bon, on ne le souhaite pas, ou bien il y a eu un accident, ou ça ne peut pas être livré à temps. Vous dites, ok, comment on sort de là? Quel est le plan B? Quel est le plan alternatif que nous allons trouver au cas où le gâteau ne viendrait pas? Si le gâteau ne peut pas du tout venir, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un moyen d'aider les gens à faire plus facilement et rapidement avoir un gâteau alternatif? Si la cérémonie va durer 2 heures de temps ou 3 heures de temps, est-ce qu'il n'y a pas une entreprise qui fait des gâteaux express? C'est comme la dernière fois, je devais commencer une formation et j'étais à Abidjan. Donc, avec un ami, nous étions partis à Assini pour terminer la rédaction d'un livre et en même temps, l'après-midi, on revenait de Assini un vendredi après-midi. À 17h, il y avait une formation. Donc, mais entre-temps, on devait continuer le samedi et il nous fallait louer un appartement meublé euh, où on va se sentir vraiment tranquille et travailler sans être perturbé par les gens. Et il s'est trouvé que j'avais pris le numéro de celui qui gère le gérant de l'appartement. Et au moment où je devais démarrer la formation, mon téléphone s'était éteint. Et je me suis dit, waouh, ça c'est quoi ça? Au lieu de m'énerver, ben, j'ai plugué le téléphone en disant, ça va s'allumer plus tard. Mais j'ai dit, mais alors, je n'ai pas les moyens de contacter la personne. Il se trouve que c'est une agence immobilière que ma compagne qui était à Accra a contacté. Et l'agence immobilière m'a mis en contact avec le gérant de ces appartements meublés-là. Donc, ce qui veut dire que il faut que je retrouve juste le numéro de l'agence immobilière. Pour retrouver le numéro de l'agence immobilière qui était dans mon téléphone, qui est du coup éteint, eh bien, il faut que je remonte tout simplement à ma compagne, à Accra. Donc, j'ai demandé à l'un de mes collègues de la contacter, qui l'a contacté, d'obtenir le numéro de l'agence immobilière. On a obtenu le numéro de l'agence immobilière. Et on a demandé à l'agence immobilière de nous donner le numéro du gérant. Et qui a pu nous donner le numéro du gérant? On a averti le gérant pour dire que mon téléphone était éteint, mais qu'on viendra que de ne pas s'inquiéter au cas où il s'est en train de perdre de sang-froid. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, une situation qui se pose, c'est une situation de crise, le téléphone qui ne marche pas, et c'est pas évident que je puisse joindre les gens. Oh, le monsieur nous attend à 21h, et il dit après 21h, s'il n'a pas de nouvelles, il partirait. Ben, il se trouve que, voilà, dans une mesure comme celle-là, eh bien, ça va pas être super. Mais ce qui compte, ce n'est pas est-ce qu'il faut s'énerver contre le téléphone, non, c'est comment on sort de là. Quelle est la solution alternative? Et ceux qui arrivent à garder le contrôle, en fait, c'est l'exercice qu'ils font. Quand une situation se présente, ils disent quelle est la solution alternative. Où se trouve la solution? Oui, qu'est-ce qui se passe? D'accord, on sait ce qui se passe, c'est une crise, c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce à quoi on s'attendait, c'est quelque chose qui risque de nous frustrer, de nous décevoir. Ok, ça, on le sait, mais sachant cela, comment on sort de là? Comment on sort de là? Quelle est la disposition à prendre? Quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir sortir de là? Et quand on revient à ça, quand on se concentre sur ça, on a plus de chances de pouvoir trouver des solutions, on a plus de chances de pouvoir trouver une issue. Et quand on a fait ça et que ça ne marche pas toujours, eh bien, c'est là où il faut sortir l'arsenal de méthodes que nous allons voir, jusqu'à, je pense, 5 méthodes pour pouvoir garder sa concentration sur la sortie de crise, sa concentration sur la résolution des situations, sa concentration sur la trouvaille des solutions ou d'éclairs inédits qui vont nous permettre de manifester du leadership. Quand nous allons intervenir avec ces solutions et ces éclairs, quand les gens vont nous voir et nous écouter, ils vont dire waouh, c'est pour ça que nous avons fait de lui notre leader. Donc, la première méthode, c'est la méthode de la banalisation des défaillances, qui consiste à ne pas regarder en fait ce qui se passe. L'encours n'a pas d'importance à partir du moment donné. Ce qui compte, c'est quelles sont les causes sous-jacentes. Et c'est pas dans les causes sous-jacentes, il ne faut pas aller chercher la personne qui est à la base. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas aller chercher la personne qui est à la base. Imaginez l'instant que vous faites des inventaires et vous constatez que vous avez un manquant de 20 000 euros, ou de 20 000 dollars, ou bien de 20 millions de francs CFA. OK? Ici, vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Et que voilà, c'est terrible. C'est manquant, c'est terrible. Mais ça, c'est une défaillance. Mais qui a une cause sous-jacente. Et la cause sous-jacente, c'est certainement que vous ne faites pas souvent les inventaires. Vous savez, quand on ne fait pas souvent les inventaires, les collaborateurs se disent, ils font des petits vols, ils font des petites soustractions, et bien, parce qu'ils se disent, on ne va pas contrôler. Et c'est le jour où vous faites un inventaire que vous constatez qu'il y a un écart de 20 000 euros, de 100 000 euros, ou bien de 20 millions de francs CFA, etc. Eh bien, c'est un peu tard, mais c'est une bonne nouvelle. C'est la révélation du fait qu'il y a une défaillance dans votre système, comme on avait vu plus tard.
Donc, il faut plutôt donc, chercher des solutions durables et des solutions endogènes. Il faut chercher à corriger le système plutôt que de s'attarder tellement sur celui qui a volé. Au point où, oui, en l'envoyant en prison, en faisant une enquête de police, etc., en le licenciant, tout ça, oui, on envoie le message aux gens, aux autres, que, ben voilà, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais imagine l'instant que vous payez par mois 200 euros à la personne qui a volé les 20 millions. Ok, il va aller faire 50. Alors, donc, s'il gagne 200 euros par mois, ça lui fait 2400 euros, comment on appelle ça, sur un an. Donc, sur 10 ans, il faut qu'il fasse 10 ans de travail pour avoir 24 000 euros. Mais il vous a volé 20 millions. 20 millions de francs CFA, c'est quelques. Je pense que ça tourne autour de 35 000 euros environ. Donc, il va aller faire 5 ans de prison, une prison dorée, parce qu'il va effectivement payer les gardiens de prison, on va le mettre dans des conditions extraordinaires. Et donc, il va aller faire 5 ans de prison, mais ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il sort de prison, il pourra profiter des 20 millions, qui dépassent largement ce qu'il aurait pu gagner chez vous s'il avait maintenu son emploi. Vous allez me dire, mais il n'a pas d'éthique. Ah ben, il n'a pas d'éthique. Alors, ce qui compte, c'est quoi? Oui, si vous voulez, vous pouvez vous concentrer sur comment est-ce que vous allez le réprimander, vous allez sortir l'arsenal de sanctions, etc. Ok, good, il n'y a pas de challenge. Mais ce n'est pas ça qui sauve, puisque ça ne corrige pas les défaillances. Ça ne corrige pas les failles qu'il y a dans votre système. Donc c'est pour ça qu'il faut dire, qu'est-ce qui a pu se passer pour que les gens en viennent à voler 20 millions dans mon système, ou bien 40 000 euros dans mon système? Eh bien, c'est tellement parce qu'on ne fait pas souvent les inventaires. C'est tellement parce qu'il n'y a pas de contrôleur de gestion. C'est tellement parce qu'on n'a pas une personne qui regarde tout ça de près. C'est tellement parce qu'on n'a pas automatisé la gestion de stock. Donc, voilà des causes sous-jacentes. Donc, il est plus important pour moi de corriger ces causes sous-jacentes-là pour prévenir les prochaines défaillances plutôt que de m'attarder sur l'être humain. Alors qu'en réalité, on a dit quand il y a une défaillance, c'est une question de relations. Donc, si une personne vient vous voler 20 millions de francs CFA ou 40 000 euros environ, eh bien, c'est parce que cette personne ne vous fait pas confiance. Et pourquoi elle ne vous fait pas confiance? Parce que peut-être le salaire que vous lui payez n'est pas d'un niveau très élevé. Donc, il faut plutôt corriger ces choses-là plutôt que de s'en prendre à la personne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer en prison, mais la prison, si la prison résolvait les problèmes, les défis que nous avons en général dans nos sociétés, eh bien, c'est tellement qu'on ne devrait plus en avoir besoin. Et pourtant, on continue d'avoir des prisons. C'est le signe que ben voilà, la question n'est surtout pas réglée lorsqu'on envoie les gens en pâture, quand on sanctionne les gens. Maintenant, si malgré vous n'arrivez pas à utiliser efficacement la méthode, si malgré le fait que vous avez trouvé les causes sous-jacentes, vous êtes toujours énervé, vous dites non, c'est pas normal, ça reste pas normal. Comment les gens peuvent vous voler? Eh bien, écoutez, utilisez la méthode de la normalité constante. Donc, en quoi consiste la méthode de la normalité constante? Elle consiste à avoir clairement à l'esprit que tout ce qui arrive est normal, pour de bonnes raisons, et que celui qui fait ce qu'il fait, l'a fait du fait de son expérience, de ses valeurs, de ses convictions, de ses motivations, de sa compréhension des enjeux, de sa vision des choses, de ses objectifs, etc. Donc, un collaborateur qui vous vole 20 millions, il a ses objectifs. Vous allez l'envoyer en prison, ok, good, pas de challenge. Il dit qu'il n'a pas volé, ni jusqu'au dernier moment qu'il n'a pas volé. Et on n'a pas réussi à démontrer par plus que celui qui a volé, eh bien, on va lui donner peut-être une amende de 1 million, et il va se débrouiller. Il va faire la prison. Parfois même, il peut payer une caution et être libéré sous caution. Voilà. Non, en fait, c'est normal. Quand le système est défaillant, quand vous ne faites pas souvent les inventaires, c'est normal que les gens puissent se permettre de voler. Quand vous n'avez pas des gens de confiance et vous n'avez rien fait pour signer un contrat de confiance avec eux, pour leur montrer que ce qui vous appartient leur appartient, que vous avez intérêt à travailler ensemble, que vous gagnez ensemble, quand les gens voient que vous gagnez ensemble, que vous pouvez continuer de gagner ensemble, qu'ils ont intérêt à continuer avec vous et que s'ils ne sont pas avec vous, ils ne vont pas toujours gagner, eh bien, ils feront tout pour être avec vous. Donc c'est normal qu'ils vous aient volé parce qu'il n'y a pas de la confiance entre vous. Maintenant, s'ils sont des voleurs, de façon intrinsèque, est-ce que c'est normal qu'un voleur vole? Oui, mais bien sûr, c'est normal qu'un voleur vole. Donc c'est là où nous perdons le sang-froid et parfois nous râlons. Nous râlons, par exemple, est-ce que c'est normal qu'une personne inexpérimentée, vous avez un stagiaire qui a moins de 3 ans d'expérience, est-ce que c'est normal que ce stagiaire qui a moins de 3 ans d'expérience commette des erreurs? Eh bien, bien sûr, c'est normal. Est-ce que c'est normal qu'un enfant commette des enfantillages? Eh bien, c'est normal. Et pourtant, parfois, des enfants commettent des enfantillages et puis, voilà, on râle à longueur de soirée, à longueur de journée, à longueur de week-end, parce qu'un enfant a commis une imbécilité, entre guillemets, un enfantillage. C'est normal que l'enfant commette un enfantillage. Quand une personne vous a trahi, c'est une traite, n'est-ce pas? Mais c'est vous seul qui ne savez pas que c'était une traite. Maintenant qu'il vous a trahi, vous savez que c'est une traite. Donc, est-ce que c'est normal qu'un traite trahisse? Oui, bien sûr. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas à avoir de mauvais sang pour ça. Il suffit de dire c'est normal. Compte tenu de sa vision des choses, c'est normal. Compte tenu de ses motivations, c'est normal. Compte tenu de ses objectifs, c'est normal. Compte tenu de la façon dont lui voit les choses, c'est normal. Par exemple, vous confiez un travail à un collaborateur et le collaborateur est très lent. D'accord?
Vous lui confiez un travail que le collaborateur est très lent. Est-ce que c'est normal que le collaborateur soit lent? Eh bien sûr, ben, parce qu'il ne sait pas qu'il faut aller vite. Imaginons que c'est une facture que vous lui avez demandé de faire, ou bien un rapport que vous avez demandé de faire. Il sait que vous êtes ensemble sur un dossier, vous lui faites le rapport, vous lui demandez de faire un rapport. Ou bien c'est lui qui s'occupe en général de payer les salaires. Ou bien, je ne sais pas, il se plaint du fait que voilà, on ne paie pas les salaires à temps. Et vous lui dites, c'est ça, le rapport que je t'ai demandé de faire, c'est que le rapport soit fait, de sorte que nous puissions envoyer la facture à telle entreprise qui me l'a demandé pour 18 heures, et ils veulent nous payer demain. Donc, quand vous lui expliquez ainsi les enjeux, eh bien, la personne va changer euh, de rythme. Donc, la compréhension que les gens ont des enjeux, c'est ça qui explique en général pourquoi ils ne font pas toujours les choses à la vitesse à laquelle nous, on aimerait qu'ils puissent les faire. L'idée ici, c'est de ne pas tomber dans le piège de notre esprit analytique qui nous pousse souvent à analyser les situations ou bien à lire les situations au premier degré. Quand on lit les situations au premier degré, quand on ne cherche pas les causes sous-jacentes en utilisant la méthode de la banalisation des défaillances, en disant oui, c'est une défaillance, c'est sûr, mais il y a une cause sous-jacente, il vaut mieux que j'aille corriger la cause. Quand on utilise la méthode de la normalité constante pour trouver que ben voilà, c'est normal, vu la personne, vu ses objectifs, vu sa façon de voir les choses, vu que ce n'est pas à lui, c'est normal qu'il se comporte ainsi, vu que n'a pas compris les enjeux, c'est normal qu'il se comporte ainsi, vu son niveau de culture générale ou de culture d'entreprise, c'est normal qu'il se comporte ainsi. Et là, le but du jeu n'est pas de tolérer en fait les défaillances, le but du jeu n'est pas de devenir laxiste, le but du jeu c'est de garder son sang-froid. Le but du jeu, c'est de faire ces exercices-là. Parce que quand vous trouvez qu'une situation est normale, vous ne râlez plus, n'est-ce pas? Mais quand vous trouvez ça anormal et insupportable et indescriptible, frustrant, intolérable, impossible, inacceptable, injuste, eh bien, et voilà, méchant, eh bien, vous allez avoir très mal, n'est-ce pas? Donc, il faut sortir de là pour rester concentré sur la solution, pour dire ouais, comment est-ce qu'on sort de là. Et pour qu'on puisse trouver la solution, il faut garder le sang-froid. Et pour garder le sang-froid, il faut utiliser la méthode de la normalité constante. Dans les audios qui sont joints à ce cours, vous avez la possibilité de suivre pendant 20 minutes des détails sur la méthode de la normalité constante, la méthode de la banalisation des défaillances et surtout aussi la méthode des circonstances atténuantes et les autres méthodes dont nous allons parler dans cette leçon sur la méthode, la concentration sur la sortie de crise. L'autre méthode justement qu'il faut utiliser lorsqu'une crise arrive et que nous sommes sur le point de perdre notre sang-froid, c'est ce qu'on appelle la méthode des circonstances atténuantes qui consiste à dire, oh, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Si les gens sont défaillants, il dit, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris. Si les gens sont défaillants, tu peux dire, ben, peut-être qu'ils étaient sous pression. Si les gens sont défaillants, peut-être qu'ils ont perdu le contrôle. S'il a oublié, c'est peut-être que ben, voilà, il a eu un trou de mémoire. Il était tellement sous pression qu'il a perdu le contrôle. Ou bien tu dis peut-être que ce n'était pas évident pour lui. Ou bien tu dis peut-être qu'il n'avait pas les outils requis. Quand tu commences pas à dire peut-être que, tu es en train de trouver des circonstances atténuantes à la personne. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement durs, ils se disent non, moi, je supporte tout, mais j'ai horreur du mensonge. Il dit non, attends, tu n'as pas horreur du mensonge parce que tu viens de mentir. Il dit comment j'ai menti? Mais tu as déjà menti une fois dans ta vie, il faut. Il dit mais si tu as vraiment horreur du mensonge, tu n'aurais pas menti. Il dit oh, tu me taquines. Non, franchement, non. Il faut trouver des circonstances atténuantes aux gens. Les gens, c'est pas toujours évident pour eux. Donc peut-être qu'un collaborateur qui subitement se met à venir en retard, peut-être qu'il a des défis en famille, peut-être qu'il habite maintenant loin, peut-être que sa voiture, il a perdu, enfin, sa voiture ne marche plus. Voilà, peut-être qu'il a changé de quartier et il n'a pas encore trouvé son bon rythme. Mais le but du jeu, le travail du leader qui veut garder le contrôle, qui veut garder le commandement vers l'extérieur, c'est qu'il se concentre sur le besoin pour lui de se sentir bien dans sa peau, de garder le contrôle et de trouver une solution définitive, eh bien, plutôt que de s'en prendre aux hommes, il cherche à corriger les systèmes, il cherche à corriger les relations en utilisant par exemple la méthode des circonstances atténuantes. Imaginons un instant qu'une personne vous a caché pendant longtemps une vérité, eh bien, peut-être qu'elle avait peur de vous perdre, peut-être qu'elle avait peur de vous, peut-être qu'elle ne voulait pas vous blesser, etc. Peut-être que, quand on commence pas à dire peut-être que, comme un juge qui est très clément quand au tribunal et qui garde son sang-froid quand on lui présente une situation et il fait une introspection pour décontaminer, pour ne pas se laisser avoir par ce qui se passe, eh bien, ils disent peut-être qu'il trouve des circonstances atténuantes. Avec les circonstances atténuantes, il est plus clément. Eh bien, avec les circonstances atténuantes, nous n'allons pas plus râler. Avec les circonstances atténuantes, la méthode de la normalité constante, par exemple, nous n'allons plus nous en prendre à une personne. Nous allons trouver que c'est normal et nous allons remonter aux causes sous-jacentes, dire, OK, sachant ce qui se passe, eh bien, et que faire pour sortir de là? Quelle est la solution pour sortir de là de façon endogène? L'autre méthode qui permettra de rester concentré sur la sortie de crise et d'être très serein et de ne pas perdre son sang-froid et de ne pas se mettre à râler, eh bien, c'est la méthode de la décontamination interne pour ne pas laisser l'événement qui se produit. Si c'est un événement désobligeant, il ne faut pas que je devienne désobligeant. Donc, sinon, on va dire que ça m'a contaminé. Si c'est un événement très joyeux, il ne faudrait pas que ça me rende
tellement joyeux au point où j'oublie l'essentiel, n'est-ce pas? J'oublie l'essentiel et je laisse des points m'échapper. Donc, il ne faudrait pas que je tombe dans ce piège-là. Donc, euh, pour ne pas se laisser contaminer par un événement, par exemple, quelque chose de frustrant se passe, il ne faut pas que je réagisse de façon frustrante, n'est-ce pas? Il faut que je sois... Si quelque chose de frustrant se passe et que je suis frustré, on dit que ce qui s'est passé m'a contaminé. Et donc, en utilisant la méthode de la banalisation de défaillance, la méthode de la normalité constante, la méthode des circonstances atténuantes, déjà on n'est pas atteint. Vous avez mis le bouclier, vous avez déployé le bouclier anti-contamination déjà pour commencer. Et l'autre chose importante à se dire, c'est dire, ok, il y a ce qui est évident et ce qui se présente. Mais au-delà, il doit y avoir quelque chose d'autre, un point qui nous échappe. Et si je prenais du recul un petit peu? Et si je prenais un petit peu du recul? Ouais, pour décontaminer, il faut prendre du recul. Pour décontaminer, il faut prendre du recul. Et quand on a commencé à prendre du recul, effectivement, on va utiliser la méthode des questions. Donc, qui consiste à pratiquer l'introspection en revenant à la recherche de solutions, en posant des questions orientées recherche de solutions, c'est-à-dire que faire, et non des questions orientées accusation, qui a fait ça. Vous voyez la différence? Donc, le but du jeu ici, c'est d'utiliser la méthode de la décontamination interne et de dire, OK, il y a ce qui se passe, il y a ce qui se présente, mais au-delà, il doit y avoir quelque chose d'autre, un point qui m'échappe. Et si je prenais un peu de recul pour réfléchir là-dessus, pour ne pas réagir tout de suite, pour ne pas laisser ce qui se passe me pousser à faire des choses que je n'aurais pas fait en temps normal. Et quand je veux réussir la décontamination interne, je vais alors utiliser la méthode des questions et je pratique l'introspection en revenant à la recherche de solutions, en me disant, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on aurait pu procéder? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait? Et si on a fait ça, ça n'a pas marché, par où on doit commencer? Ok, sachant que c'est de cette situation qu'il s'agit, de quoi je dois tenir compte? Vu que, et donc je fais cette introspection-là pour chercher des solutions. Mais je ne dis pas, mais tiens, lui, il m'a encore fait ça. Quelle disposition il va prendre pour pouvoir l'avoir? Comment faire pour faire une enquête? Comment faire pour trouver le fautif? Non, le but de trouver, le fait de trouver un bouc émissaire n'a jamais résolu une situation. Ok? On a trouvé celui qui a fait, mais ça ne va rien changer. Quelqu'un a tué quelqu'un de votre famille, d'accord, on ne souhaite à personne, mais d'accord, vous l'avez mis en prison, ok. Est-ce que la personne qui a tué est revenue? Non, on dit, ben, on est au moins soulagé. Soulagé quoi? Du fait que quelqu'un est mort ou bien quelqu'un est en prison, ben, il va sortir de prison un jour. Ça ne va rien changer. Donc, autant décontaminer maintenant, et bien, autant se dire, ok, sachant ça, que fait ensuite? Ben, la vie continue, nous pardonnons. Ceux qui pardonnent sont plus libérés, n'est-ce pas, que ceux qui accusent. Ceux qui assument sont plus libérés que ceux qui accusent. Donc voilà, nous avons cette capacité à rester concentrés sur ce qui vaut la peine, ce qui va nous permettre de conserver notre rang de leader. Et ces méthodes-là, on les a traitées dans aussi le livre Méthode de leadership gagnant qui fait partie du kit des livres physiques qu'on mettra à votre disposition dans le cadre de ce programme. Donc, lisez les livres. Les MP3 sont joints, donc avec les différentes méthodes sont joints à ce cours. Vraiment, merci du fait que vous êtes très appliqués. Nous sommes maintenant à la troisième partie. Nous allons parler de comment créer les conditions de l'efficacité managériale. Donc, ça va être très sommaire cette fois-ci. Et avec les modules, le pouvoir de l'influence et le coaching des collaborateurs, animation d'équipe et création de la dynamique de groupe, avec le module là de construire des systèmes, de bâtir une entreprise qui puisse tourner sans vous. On va revenir dans ces modules-là sur comment créer les conditions de l'efficacité managériale totale. Maintenant, il y a les fondamentaux que nous allons voir ici avant qu'on ne puisse aller en détail dans les modules suivants que j'ai pu citer. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. N'oubliez pas d'écouter les MP3, n'oubliez pas de regarder aussi les slides et les exercices et tutoriels qui sont proposés en ajout à ce programme. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.